La seconde partie de notre débat consacrée à l'abandon de la réforme constitutionnelle. 4 mois de débat pour savoir s'il fallait inscrire oui ou non l'état d'urgence et la déchéance de la nationalité dans la Constitution. 4 mois de débat et au final, il n'y aura aucune modification. Ainsi en a décidé le chef de l'État qui s'est battu, il faut bien le dire, avec une partie de sa majorité et avec l'opposition. Écoutez ce soir la réaction du chef de file du parti Les Républicains, Nicolas Sarkozy. François Hollande vient d'annoncer qu'il renonçait à la révision constitutionnelle. Nous sommes au cœur du système de M. Hollande. À force de promettre tout et le contraire de tout, de tenir mensonge sur mensonge, la réalité, c'est qu'il condamne le pays à un blocage et à de l'immobilisme. Bon. Il a créé les conditions de l'échec. François-Noël Buffet, on parlait tout à l'heure du discrédit de la classe politique. Il y a une étude qui est sortie aujourd'hui dans Le Monde, et notamment un sondage avec le Cevipof qui donne Marine Le Pen en tête au premier tour avec 27% des suffrages face à Nicolas Sarkozy. C'est elle qui se retrouve aussi en tête au premier tour face à François Hollande. C'est ça aujourd'hui finalement les Français. Il y a une sorte de ras-le-bol finalement des partis traditionnels. Que ce soit finalement à gauche, mais à droite, vous en payez aussi aujourd'hui les conséquences. Oui, il y a une sorte d'amalgame qui est fait sur l'ensemble de la classe politique et de ce fait-là, les gens, d'une part, ne vont pas voter, ça a été rappelé tout à l'heure, et de surcroît, partent sur des extrêmes, espérant que finalement la solution sera de ce côté-là, en disant on va changer. On va essayer ce qu'on n'a jamais essayé, sans imaginer le danger que cela représente. Nous sommes responsables aussi de ça, nous à droite, dans l'opposition. Des situations comme nous venons de vivre sur la déchéance de cette réforme constitutionnelle contribuent à tout ça, bien évidemment. En revanche, personne ne parle du texte que l'on est en train de voter au Sénat après l'Assemblée nationale sur la loi sur le terrorisme, dans lequel on dote la France d'outils juridiques forts pour lutter contre le terrorisme. Personne n'en parle aujourd'hui. Alors que c'est un travail de fond, c'est ce qui est absolument nécessaire pour lutter contre le terrorisme, et ce sera efficace. Et là, nous sommes très largement d'accord sur ce texte, et on y travaille ardemment, y compris avec le gouvernement. Voilà, c'est ce que l'on doit mettre en avant et ce que l'on doit dire. On ne le fait peut-être pas suffisamment, mais c'est vrai que des situations comme aujourd'hui, cette sorte d'approximation dans cette réforme constitutionnelle qui porte un symbole très très fort. Bien sûr que c'est un symbole très très fort. Quand 900 parlementaires sont réunis en congrès, que le président de la République s'exprime et que l'on est des républicains, que l'on respecte la parole du président de la République et qu'au bout du bout on se rend compte que c'est très improvisé et que tout ça finalement part à volo. Mais lui il a tenu parole, il était prêt à aller jusqu'au bout sur la réforme constitutionnelle. C'est pas tout à fait exact, madame, puisqu'on ne va pas refaire la première partie du débat. Non, pas la refaire, mais en tous les cas, cela contribue au fait que les gens se sentent très très mal et partent sur autre chose. On l'a vu sur d'autres textes récemment. On verra ce qui se passe sur la loi sur le travail, notamment, vous l'évoquiez tout à l'heure. Nous avons un danger. Et ce danger, il est là. Donc la seule solution que nous avons pour nous, de la droite républicaine et du centre, c'est de lutter d'abord montrer aux Français d'abord que l'extrémisme n'est pas une solution. C'est un mur, c'est une impasse. Tout le monde sait bien que c'est une impasse. Et que pour le coup, le risque existe. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas comme c'était il y a 20 ans, ou même un peu plus, où on disait que les extrêmes, c'était 4-5%, bon, il n'y a pas de danger, on se défoule une fois. C'est plus le cas. C'est plus le cas, il y a un vrai risque. Et dans ces conditions-là, il est évident que nous avons une responsabilité toute particulière, en tous les cas pour ce qui nous concerne, partie du gouvernement, pour redonner la crédibilité à tout ça. Et ça passe notamment par un travail parlementaire tel qu'il est en ce moment, par exemple sur la loi sur le terrorisme, où on avance fortement, où c'était le cas sur la loi sur le renseignement, par exemple. Il y a beaucoup de choses de cette nature-là. Christophe Carrèche, justement, on va en parler parce que la prochaine étape, c'est la loi sur le travail. Il y a une grande mobilisation demain, la 4e mobilisation. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui sont attendus. C'est toujours dangereux quand il y a des jeunes et des étudiants dans la rue. Et ce soir, Jean-Claude Maillet, donc de FO, qui veut un retrait pur et simple du texte, dit François Hollande retire le projet de réforme constitutionnelle pour être sur 2 pieds. Il doit retirer le projet de loi travail. Il a de l'humour, mais est-ce que vous pensez que... Il est surtout très opportuniste. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est... Mais ça ne m'étonne pas de Jean-Claude Maillet. Non, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on va la mettre aussi à la poubelle? Non, certainement pas. Ou est-ce qu'on va la vider de son contenu et on va garder le papier cadeau? Pas mal évolué. Non, elle a déjà été pas mal vidée de son contenu, en effet. Elle a pas mal évolué. Oui, d'accord. Non, mais soyons clairs. Si on revient, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un parallélisme. Je crois que, d'ailleurs, je pense que ça devrait être l'enjeu des élections présidentielles de 2017. Je pense que les Français ont le sentiment d'un système politique bloqué,
qui n'arrivent pas, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, à produire des réformes, à avancer. Et on a toujours le sentiment, face à un certain nombre de réformes, ça a été le cas avec l'abandon de la révision constitutionnelle, mais c'est peut-être encore plus le cas par rapport à des réformes économiques qui s'attaquent à un certain nombre de mots bien connus de la France depuis des années, sur lesquels on a empilé des rapports qui vont jusqu'au sommet de ce studio, et sur lequel on a, mais de manière tout à fait pavlovienne, les mêmes réactions. Mais là, vous ne me répondez pas sur la réforme. Donc la question, du travail, est-ce qu'elle va aller au bout, cette réforme ? J'espère bien. La question quand même, c'est que il y a ce système politique qui semble être bloqué, et c'est vrai que mais vous parlez du système politique. Est-ce que votre problème, pardonnez-moi, c'est quand même vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, donc les blocages, c'est sous votre gouvernance, en l'occurrence. Est-ce que votre problème n'est pas lié au fait que vous n'avez pas de majorité ? Votre majorité ne vous suit pas. Mais bien sûr, c'est il y a une partie de la majorité. Sur toutes les réformes avec lesquelles vous arrivez, bang, votre majorité ne vous suit pas. À tel point d'ailleurs que Manuel Valls a dit, parce que François Rebsamen non plus, là il disait la dernière fois, ancien ministre du Travail, a dit, moi à la place de Myriam El Khomri, j'aurais jamais porté cette loi sur le travail. Mais moi, ce que je regrette, c'est plutôt que le gouvernement... Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des erreurs de méthode qui ont été faites au départ. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas eu les explications, il n'y a pas eu l'accompagnement en termes de communication, etc. Mais c'est vrai aussi qu'on se retrouve face à une forme de conservatisme, excusez-moi, qui existe à droite, qui existe à gauche, et d'immobilisme, qui est politique, qui est syndical, et qui ne veut bouger sur rien. Mais alors moi, voilà, c'est ça l'un des défis de la loi travail, c'est quand même cela. Même si cette loi... ne va pas aussi loin qu'on aurait pu l'espérer, etc. Le défi, c'est de faire en sorte que l'on puisse quand même montrer qu'on est capable d'avancer sur un certain nombre de réformes. Mais c'est toujours à moitié. Mais c'est toujours à moitié parce que vous voyez bien qu'il y a des mobilisations, il y a des corps, les syndicats sont quand même les premiers concernés dans cette affaire, qui s'opposent de manière principielle à ces évolutions, à ces réformes, et qu'on est face à cela. Je crois que ça sera, indépendamment de la loi El Khomri, je pense que ça devrait être le débat de 2017, à droite comme à gauche, c'est comment on arrive à réformer ce pays, quelle majorité pour cela, pas seulement quel président de la République, parce que le président de la République, on sait maintenant à peu près comment faire. On a les primaires, à droite, à gauche, etc. Tout ça, ça a été quand même plutôt bien organisé. Mais la question de la majorité, on voit qu'elle a été quand même posée de manière très forte lors de ce quinquennat. Tout ça, c'est des questions qui devraient effectivement être traitées. Quant à la loi El Khomri, moi, je souhaite évidemment qu'elle aille jusqu'au bout et qu'on ne cède pas à nouveau par rapport à un certain nombre de revendications qui ne sont que du conservatisme. Frédéric Dabi, alors Christophe Caresche met en cause le système politique, les syndicats aussi. Les Français, eux, ils veulent des réformes quand même. Oui, ils veulent des réformes, ils le déclarent, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une sorte de mode d'emploi des réformes et d'attente, une sorte de, case à cocher pour qu'une réforme soit réussie et acceptée. Et une des cases les plus importantes, c'est que la réforme soit équitable, que les efforts soient partagés de manière équitable entre les parties prenantes. Et à tort ou à raison, c'est pas à moi de le dire, sur cette loi El Khomri, les Français, dans toutes les enquêtes de l'IFOP comme de ses confrères, ont le sentiment qu'il y a un déséquilibre entre la liberté ou la flexibilité pour le dirigeant d'entreprise et la protection du salarié. Et de ce point de vue-là, c'est là que le bas blesse. Ce qui est vrai aussi, c'est que c'est une réforme. Autant la réforme sociétale sur la déchéance a fait fracturer la majorité de gauche, mais pas autant que ça, parce qu'il y avait quand même un consensus à gauche. Autant là, on a vraiment, du côté du peuple de gauche, un peuple de gauche qui n'a pas suivi le gouvernement. Avec, dans la dernière enquête IFOP-JDD, un président presque minoritaire chez les sympathisants socialistes, 50-50, à peine un soutien de 20% chez les sympathisants du Front de gauche et d'Europe Écologie, auprès de cette majorité qui a vu le CICE, qui a cette petite musique sur on a fait des cadeaux au patronat sans contrepartie. Cette loi El Khomri, c'est la goutte d'eau de plus. Maintenant, il y a en plus, dans cette mauvaise alchimie, la participation des jeunes. On est 10 ans après les mobilisations du CPE qui avait vu Dominique Villepin vu ses ambitions présidentielles fracassées. Donc on est sur une situation extrêmement compliquée, mais là le gouvernement ne pourra pas
reculer. Enfin, il a donné le sentiment de donner des gages. Il a le soutien quand même d'un syndicat réformiste, la CFDT. Et là, on retrouve des réformes passées. Mais là, il doit tenir. Puisque là, vraiment, ce serait une perte de crédibilité totale quelques semaines, quelques jours après ce recul perçu et cet échec sur la déchéance. C'est une journée à haut risque demain, Claude Weil, cette 4e mobilisation, parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'étudiants demain qui seront dans la rue. C'est un moment compliqué, dangereux pour François Hollande. Toute la séquence est à risque parce que le gouvernement et le président, naturellement, ne sont pas dans la pente naturelle de la culture de gauche traditionnelle. Il est évident que cette loi, qui ravit Christophe Caresche parce qu'il est un des plus éminents représentants de la gauche qu'on appelle social-libérale, cette loi, pour beaucoup de socialistes, c'est l'abomination de la désolation. Et d'ailleurs, quand la loi est sortie, les seuls qui se sont ouvertement félicités, à part le Gattaz, qui ensuite en a rabattu, c'était les dirigeants de la droite qui ont dit enfin une bonne loi socialiste. Et les gens de gauche ont dit c'est pas une loi de gauche puisque c'est une. Au départ, la promesse de François Hollande, souvenez-vous-en, c'était plus de droits pour les salariés, plus de souplesse pour les entreprises. Les Français ont vu plus de souplesse pour les entreprises, des droits pour les salariés, ils ne les ont pas vus. Donc il y a eu une de ces premières séquences de rattrapage où on a lâcher un petit peu de l'Est pour récupérer la CFDT. La grosse erreur qui a été faite initialement, c'est de partir la fleur au fusil sans s'assurer du soutien d'aucun syndicat. Mais c'est toujours le même problème, c'est toujours la même erreur. Ce qui a failli créer un front syndical contre la réforme. Mais c'est toujours la même erreur, Claude Weil. C'est-à-dire qu'on part la fleur au fusil. Le gouvernement a réussi à casser le front syndical en récupérant les syndicats dits réformistes, c'est-à-dire la FAGE chez les étudiants et la CFDT. Mais cette réforme, c'est pas rien du tout, même s'il y a des concessions qui ont été faites. C'est une réforme très gonflée et peut-être à contre-temps. Gonflée, pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un changement de philosophie. Pendant 50 ans, on a considéré que le Code du travail, ça consistait à rajouter 50 articles tous les ans et des exceptions aux exceptions, etc. Et là, c'est la première fois qu'on privilégie quoi ? La négociation. C'est-à-dire que c'est l'essentiel de cette loi. Il est très compliqué comme toujours, mais l'essentiel de cette loi, ça consiste à dire on va essayer de régler le maximum des choses au niveau des branches ou des entreprises à la négociation directe. C'est une rupture totale avec la philosophie du droit du travail qui régnait depuis 1945. C'est pour ça que la CGT et la FO, qui sont très attachés au Code du travail comme cadre législatif, vont debout contre. Le gouvernement, dans cette affaire, n'a que des coups à prendre. Il n'y a rien à gagner. Hollande sait qu'il affaiblit encore une fois son socle électoral. En gros, en 2 ans, avec le tournant social-libéral, il a perdu la gauche de Besancenot à Marie-Noël Lieberman. Déjà, il avait perdu. Avec le code de la déchéance, il a perdu les bobos, les intellos de gauche. Et là, avec celle-là, il va perdre ce qui lui reste de syndicats et d'ouvriers. Donc, c'est une tuerie. Et il sait que si ça marche, et dans tous les pays où on l'a fait, quand même, ça a marché, ça marchera 2, 3, 5 ans, il n'est pas sûr qu'il sera encore là pour en profiter. C'est-à-dire que peut-être qu'il sème pour son successeur. Mais il a décidé quand même de montrer qu'il préside jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y va. Il sait qu'il a que des coups à prendre, mais il dit allons-y, au moins on ne pourra pas dire que la première année, j'ai plié les Gaules et que j'ai attendu passivement que l'élection arrive. Voilà. Donc c'est le débat à l'Assemblée va être très compliqué. Naturellement, la gauche va pinailler à perte de vue sur tel article ou sous-amendement. Le patronat dira toujours c'est pas assez. La droite dira oui, mais vous avez cédé là-dessus, donc votre texte vaut plus rien. Il y a une loi d'or dans la politique. C'est que quand un gouvernement est dans la merde, pardon de parler comme ça, on n'a jamais vu l'opposition lui tendre la main. Jamais. J'ai jamais vu ça, moi. En général, quand un gouvernement perd pied, l'opposition lui lance pas une bouée de sauvetage, elle lui enfonce la tête sous l'eau. Donc la discussion va être compliquée. Je pense que le gouvernement ira au bout parce qu'il peut pas ne pas aller au bout. Mais je ne crois pas que ce soit sur cette réforme que François Hollande va avoir un fantastique sursaut de popularité. Vous voulez ajouter quelque chose, Frédéric Dabi ? Oui, je disais ce que dit Claude est tout à fait juste, surtout à 13 mois d'une élection présidentielle, à 7 mois d'une primaire où beaucoup dans l'imaginaire de droite se disent que le vainqueur de la primaire sera le vainqueur de l'élection présidentielle. Donc voilà, ça rend les choses encore plus difficiles pour le gouvernement. François-Noël Buffet, la loi El Khomri, vous soutenez ? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, à savoir c'est un changement de philosophie et c'était intéressant d'avancer sur ce texte. Et le projet d'origine était porteur d'espoir, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La seule difficulté, c'est qu'il arrive quasiment à contre-temps et au mauvais moment. On peut faire comprendre aux Français un certain nombre de choses, parce que je pense qu'ils sont d'accord pour la réforme, à condition d'abord de leur expliquer clairement les choses et de préparer les choses correctement politiquement avec sa propre majorité. Première chose. Deuxième chose, ça va de pair avec un contexte économique qui soit quand même un peu plus favorable, en tous les cas, qui ouvre des espérances. Car dire
qu'on donne plus de droits, on protège plus des salariés, ce qu'on peut entendre, qu'on libère un peu plus, on donne plus de liberté aux employeurs, très bien. Encore faut-il expliquer aussi qu'en même temps tout cela va avec une économie qui est plus florissante et qui permet d'ouvrir les espoirs de l'emploi. Or aujourd'hui, la désespérance est telle sur l'emploi que tout ce qui est non protecteur ou perçu comme non protecteur apparaît comme une attaque profonde. Et donc on est vraiment effectivement en ce moment à contre-temps, mais François Hollande doit assumer cela. Mais est-ce que vous dites pas quand même il est quand même courageux parce qu'au moins il tente ses réformes, hein. Parce que finalement en 5 ans, Nicolas Sarkozy, quelle réforme a-t-il fait? On ne peut pas dire que Nicolas Sarkozy pendant 5 ans n'a pas fait de réforme. La réforme beaucoup. des universités, il y a eu la réforme des retraites, il y a eu beaucoup de choses. Sur le fond de l'emploi, oui, et la réforme des retraites. Je me permets de rappeler quand même que la crise de 2008, heureusement qu'il était là et il a fait face, pas seulement pour les Français, mais aussi au plan européen. Il faut faire attention quand même, il faut être prudent là-dessus. En revanche, François Hollande, aujourd'hui... Une loi comme la loi sur le travail, sur la réforme du travail, vous n'avez jamais faite, par exemple. On a l'impression, pour François Hollande, oui, mais c'est un projet qu'il faut porter. Il y a la réforme fiscale aussi qu'il faut porter. On peut toujours trouver quelque chose. Mais le problème pour François Hollande, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu une politique du coup par coup, en fonction des circonstances et en fonction de ce qui peut éventuellement permettre de faire un coup politique et d'avancer. C'est le cas de la déchéance, j'y reviens, et je pense que c'est ça. Sauf que l'exercice est terminé. L'exercice est fini parce qu'on voit qu'il ne fonctionne pas et que par ailleurs, il n'y met pas les moyens, en tout cas la méthode, pour aller au bout des choses et être sur une ligne de fond claire. Donc voilà, maintenant l'enjeu, c'est d'espérer que le pays se redresse le plus vite possible, qu'on évite une majorité qui tienne un peu la maison et qu'on reparte du bon pied. On est dans une situation nationale extrêmement difficile, politique déplorable, et je pense que ce soir, c'est vraiment la fin d'un système qui se met en place. C'est la fin d'un système qui se met en place ce soir? Christophe Carrèche, on est au bout du système, là? Non, on n'est pas au bout du système. On a été élu pour 5 ans, hein, je le rappelle. C'est à moins de faire un coup d'État, mais je ne pense pas que ce soit l'objectif de l'opposition. Il y a encore un an, effectivement, et la question est posée, effectivement, de savoir ce qu'on fait. Sur le plan du timing, je veux quand même dire une chose, c'est que je pense que cette réforme, sur le plan strictement économique, n'est pas totalement inopportune, parce que on l'a fait précisément au moment où la France commence à retrouver un peu de croissance, et je pense qu'elle va s'affirmer. En tous les cas, c'est ce que nous disent les prévisionnistes, et que faire une réforme de ce type à ce moment-là est assez intelligent, je pense, parce que ça permet précisément d'accompagner en termes de reprise d'activité et d'emploi le mouvement. Le deuxième point, c'est que cette réforme, ce n'est pas une réforme de droite. Tous les partis sociaux-démocrates en Europe l'ont faite. En Allemagne, en Suède, au Danemark, en Italie. Matteo Renzi fait une réforme du marché du travail qui est un peu différente. Mais ce sont des hommes de gauche. Écoutez, la vraie question, elle n'est pas là. La question, c'est de savoir si ce ne sont pas des réformes de droite. Moi, je vous demande, est-ce que ce sont des hommes de gauche ? Je pense que la France a un petit particularisme, si vous voulez, à droite comme à gauche d'ailleurs, hein, quand on la compare par rapport aux autres pays, notamment du nord de l'Europe. Et donc, sur ce plan-là, moi, je n'ai aucun mal à assumer cette réforme de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a un enjeu interne à la gauche, d'ailleurs, sur ce plan-là. C'est de savoir, effectivement, si la gauche va si la gauche va assumer cette stratégie, cette orientation réformiste ou pas. Je pense que la question, elle peut être posée aujourd'hui quand on voit. Il y a un certain nombre. Une partie de la gauche ne l'assume pas. On est bien d'accord. Et une partie des électeurs de gauche et une partie des électeurs de gauche ne l'assument pas non plus. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut pousser la clarification jusqu'au bout, parce que sinon, on se retrouve dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que la gauche arrive au pouvoir, elle arrive sans avoir clarifié ses orientations, et puis il arrive ce qu'il arrive. C'est-à-dire que face à la réalité, évidemment, parce que face à la réalité, vous êtes obligé de faire des choix, hein. Vous êtes obligé de mener une politique qui soit claire. Parce que sinon, évidemment, ça se voit. Vous avez quand même vu cette étude, Christophe Carrèche, dans Le Monde. Face à la réalité, elle se fracasse. Donc moi, je suis pour qu'on aille jusqu'au bout de cette clarification. Cette étude dans Le Monde, et on terminera là-dessus, que publie Le Monde, si peut-être Frédéric Dabi, vous pouvez peut-être nous en dire un mot. Ce qui est le plus frappant, quand même, c'est François Hollande qui arrive en avant-dernière position à la question « Quelle est la personnalité qui incarne le mieux la gauche ?» Il arrive en avant-dernière position. Mais attendez, Gerhard Schröder, il a perdu les élections. Valls, après Olivier Besancenot, Gerhard Schröder, il a perdu les élections. Il est considéré en Allemagne comme celui qui a redressé l'Allemagne. Bon, on peut perdre les élections dans ce pays, gouverner, perdre les élections, ça arrive, ça s'appelle la démocratie, ça ne met pas en cause, à mon avis, et je pense que c'est peut-être l'histoire retiendra ça de François Hollande, ça sera mais attendez, peut-être qu'on peut lui faire crédit aujourd'hui, que son problème, c'est d'abord d'avoir un bilan,
Et puis après, les élections, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Là où je partage complètement ce que vient de dire Christophe Carrèche, c'est les Français, dans nos enquêtes notamment qualitatives, où ils s'expriment spontanément, ne parlent jamais d'incarnation de la gauche. La politique est-elle assez à gauche? Bien sûr, c'est cité un peu par la gauche de la gauche. C'est est-ce que la politique menée produit des résultats? Et comme Nicolas Sarkozy lors de son quinquennat, comme je remonte encore plus loin, Valéry Giscard d'Estaing à la fin de son septennat, ce qui les a fait perdre, ce qui peut peut-être faire perdre à François Hollande s'il est candidat, c'est le sentiment qu'il n'a pas changé la vie. Rappelez-vous sa promesse, je veux qu'en 2017, les Français, notamment les jeunes, vivent mieux qu'en 2012. C'est là que le bas blesse. C'est là que se niche, se cristallise son impopularité, plus que c'est une politique de gauche, de droite. Les Français ne raisonnent pas complètement comme ça. Ils sont sur une logique de résultats qui, là, ne sont pas là. Et ce qui fait que c'est de plus en plus violent dans le discours sur François Hollande, après une période où il y avait une sorte d'impopularité tranquille, une image personnelle qui restait bonne, c'est qu'on approche de la fin du quinquennat. Et la question, est-ce que ce quinquennat a été utile, est de plus en plus posée négativement par les Français. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Et comme on aime à chaque fois le dire à la fin d'un débat sur la politique, rien n'est jamais perdu. Donc rien n'est peut-être encore jamais perdu, ni pour François Hollande, ni pour Nicolas Sarkozy. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Tout de suite, on accueille Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mercredi. Bonsoir Karim, bonsoir. Et on reparle de cette reculade de François Hollande concernant cette réforme constitutionnelle. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux ce soir. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les sites d'information. On parle plus que d'une reculade. D'ailleurs, les mots sont très durs. Sur le site de 20 minutes, par exemple, on parle d'un naufrage, le récit d'un naufrage. Sur le site du Figaro, c'est un peu la même tonalité. On va découvrir cette une ensemble, plutôt cet article, de la déchéance de nationalité à la déchéance politique. Le site de la Croix, lui, du sursaut républicain au crash politique. On s'aperçoit que les articles sont assez virulents quant à cette séquence politique qui a duré quelques 4 mois et demi. Alors évidemment, on s'intéresse aux conséquences sur le site de RTL notamment. Évidemment, c'est mauvais pour la politique, mais c'est aussi en particulier mauvais pour François Hollande qui sera en quelque sorte jugé responsable. Sur les réseaux sociaux et sur les blogs, les hommes politiques de droite se sont empressé de réagir. Nicolas Sarkozy notamment, à force de promettre tout et son contraire, François Hollande a créé, dit-il, les conditions de l'échec. Sur son blog, François Fillon également a réagi. Depuis le début, je dis que cette réforme constitutionnelle voulue par François Hollande n'est qu'une parodie de l'autorité républicaine. Alors évidemment, à gauche, on considère que c'est un piège qui a été tendu par la droite. Jean-Christophe Cambadélis, lui, fustige une droite, et en particulier une droite sénatoriale, qui a refusé de rentrer dans l'Union nationale. Des réactions aussi de l'autre côté de l'échiquier politique, du côté d'Europe Écologie Les Verts ou du côté des communistes. Alors, l'analyse sur la page internet d'Europe Écologie Les Verts, eh bien, c'est grâce à la mobilisation de certains parlementaires et de la société civile que François Hollande a reculé. Alors, évidemment, on peut douter de cette analyse, et elle est sans doute ailleurs, l'explication. Sur le compte Twitter d'Olivier d'Artigol, porte-parole du Parti communiste, quand on va sur le terrain de la droite extrême, de l'extrême droite, on y trouve au final sa propre déchéance. En tout cas, au-delà des politiques, les réactions étaient assez nombreuses sur les réseaux sociaux. Il y a évidemment ceux qui ironisaient sur la réaction peut-être de Christiane Taubira qui a dansé dans son salon. C'était un tweet comme il y en avait quelques-uns aujourd'hui sur Twitter. Et puis certains soulignent que si François Hollande a reculé, il faut se rappeler que du côté de l'opinion, on était tout de même plutôt favorable à cette déchéance de nationalité. De nombreux sondages l'avaient souligné, mais c'est un sentiment de gâchis qui prévaut. Le journaliste Michel Monpontet écrit « Combien nous ont coûté ces réunions, ces travaux, ces commissions, ces déchirures dans l'aventure hasardeuse de la déchéance de nationalité ?» Et puis il y en a qui, avec ironie, expliquent que finalement ça a tout de même servi à quelque chose. C'est ce qu'écrit Antoine Maucrane sur son compte Twitter. Le débat sur la déchéance de la nationalité
personnalité a au moins permis une chose. On sait désormais qui pense quoi sur le sujet. En tout cas, on parle d'une séquence particulièrement néfaste pour François Hollande. Et ce sondage qui le souligne en quelque sorte, un sondage, une enquête Ipsos Sopra Steria, quel que soit le candidat de droite, Hollande serait éliminé dès le premier tour en 2017. Alors comme vous le disiez, il y a encore un peu de temps avant cette échéance électorale. Mais en tout cas, ce sondage n'est pas franchement une bonne nouvelle pour François Hollande. Merci beaucoup, merci Karim. Merci à tous les 4 encore d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h. Tout de suite, le journal.